Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo Architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est Architecture mentale en un mot. OK, gang, bon podcast. Le problème, c'est que maintenant, on est noyé dans les oméga-6. Là, on s'entend, on parle d'animaux qui mangent des graines. Là, pour faire des huiles de graines, ça prend une quantité astronomique de graines. Donc là, nous, l'être humain moderne, en consommant ces huiles végétales-là, on est noyé dans les oméga-6. Donc là, on dépasse même toutes les limites de l'hibernation. Ça a des processus hyper inflammatoires, comme tu disais tantôt, parce que justement, les oméga-6 en tant que tels, en surplus, là, c'est vraiment ça cause une tempête inflammatoire incroyable au niveau du corps humain. Et ça va faire en sorte que tous les effets des oméga-3 vont être complètement évaporés. Fait que ça veut dire qu'on est comme biologiquement dans un automne-hiver constant? En plein ça, tu as tout compris. Puis je te dirais que souvent, les gens pointent du doigt les glucides et le sucre comme les gens diète cétogène. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde toutes les études qui ont été faites sur la nutrition dans tous les pays, dans toute l'histoire confondue, on se rend compte qu'on a réussi à faire perdre du poids à des gens qui consommaient des diètes qui étaient constituées d'environ 80% de glucides. Fait que ce qui nous montre que si on abaisse le taux d'oméga-6 dans les diètes de ces gens-là, ben les gens vont perdre du poids malgré tout parce que justement, leur métabolisme va s'accélérer. Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser pour arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain de Carufel et aujourd'hui, mon invité est coach santé et sans l'ombre d'un doute, l'une des personnes les plus rigoureuses et disciplinées qu'il m'ait été donné de rencontrer. Son background de musicien est absolument incroyable puisqu'il a joué aux côtés de légendes de l'histoire de la musique telles que Alain Caron, Horacio Hernandez, Dennis Chambers, Giovanni Hidalgo et Mike Mangini. Si vous reconnaissez pas ces noms-là, allez googler ça, vous allez comprendre. Son projet The Last Caller offre de la haute voltige musicale avec des rythmes à la limite de la compréhension. Son école de batterie Drum Kick enseigne depuis plusieurs années autant aux débutants qu'aux professionnels et depuis quelques années, il s'est officiellement tourné vers une nouvelle passion qu'il aborde avec encore plus de rigueur, la santé et la nutrition. Il gagne maintenant sa vie en tant que coach santé en aidant les gens à prendre conscience de l'impact que leur alimentation peut avoir sur leur qualité de vie. Il vient tout juste de terminer son tout premier documentaire qui, je dois l'avouer, m'a jeté par terre par sa pertinence et les aberrations qu'il dénonce. Je vous présente l'auteur et réalisateur de La grande histoire de l'huile végétale, Simon Langlois. Bienvenue à Architecture mentale. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content d'être là. Yes sir, yes sir. Écoute, c'est capoté, juste pour faire une petite mise en contexte. Moi puis Simon, on a fait beaucoup de spectacles ensemble dans les dernières années. Et puis, je pense qu'il n'y a pas une ride de char de 8 heures qu'on n'a pas remplie au complète de jasette. Fait que ça devrait pas être un problème de remplir cette heure, 1h15 qu'on a à remplir maintenant. Je pars ça avec une question. T'as dédié probablement la dernière année, peut-être même plus, à l'étude du gras. Puis t'en as fait un documentaire. Pourquoi ce macronutriment-là en particulier? Ça, c'est une très bonne question. En fait, je dirais que je suis à peu près... Ça fait environ 5 à 6 ans que je suis sur le dossier du gras, là. OK. Pour dire franchement, pour être franc là-dessus, là. Mais pourquoi? En fait... je pense qu'à peu près pour tout le monde, là, quand on se met à fouiller un peu au niveau de la nutrition, là, premièrement, moi, pourquoi je me suis intéressé beaucoup à la nutrition holistique en tant que telle, c'est parce que, oui, en tant que batteur, après plusieurs années de pratique et de performance, j'avais développé beaucoup de blessures corporelles. Pour pouvoir trouver des solutions, je me suis mis vraiment à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la nutrition sportive. Puis ça s'est comme transformé en étude de la nutrition holistique. Puis là, comme tout le monde, quand on commence ces types d'études-là, on se rend compte qu'il y a certains ingrédients qui peuvent causer des problèmes de santé. Puis là, le gluten, puis là, le ci, puis là, ça. Mais à force de gratter puis de chercher, à un moment donné, je me suis rendu compte vraiment que
selon moi, selon ma propre analyse de la nutrition en tant que telle, l'ingrédient le plus suspect dans notre mode alimentaire moderne, c'était pour moi les huiles végétales. Puis, je me suis rendu compte en étudiant un peu l'histoire de ces huiles-là que, finalement, on utilise le gras depuis tellement d'années, mais qu'on a comme changé nos habitudes par rapport au fait qu'à l'époque, on utilisait du gras animal. Puis là, on l'a comme mis de côté pour utiliser finalement ces huiles végétales-là. Là, j'explique un peu les raisons pourquoi. Puis finalement, c'est ça. Fait que je me suis vraiment intéressé au gras parce que selon toutes mes études sur l'histoire de l'humanité, blablabla, sur l'être humain, je me rendais compte que le gras animal, ça a toujours fait partie vraiment, c'était un peu l'énergie première de notre alimentation. C'est là qu'on allait chercher notre énergie. Puis tout à coup, là, au début des années 1900, je dirais milieu des années 1900, là, on s'est mis à nous dire que on pouvait pas consommer ce gras-là parce que c'était nocif pour notre santé, puis que finalement, il fallait consommer des huiles de graines qui étaient hautement transformées, qui étaient produites en usine, puis que ça allait nous aider à vivre longtemps, puis sans crise cardiaque. Puis curieusement, je veux dire, nos taux d'obésité, de crise cardiaque sont à leur plus haut présentement. Puis à peu près plus personne qui ose toucher des gras saturés parce que justement, on nous a dit que c'était dangereux. Fait que là, je me dis, là, ça n'a pas de sens. On dirait qu'il n'y a personne qui réagit. Le nouveau guide alimentaire, il sort avec des recommandations, encore une fois, de délaisser les gras saturés, d'utiliser les gras polyinsaturés provenant des huiles de graines. Fait que là, je me suis dit, OK, j'attendrai pas que quelqu'un en parle. On dirait qu'au Québec, c'est trop long. Fait que j'ai décidé, je vais commencer ce documentaire-là. Puis s'il y a personne encore qui en parle quand il va être fini, parce que ça m'a pris 3 ans à le faire, là, en temps perdu, là. Oh my God. Finalement, fait que c'est ça l'histoire de ce documentaire-là. Fait que c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au gras. Parce que c'est incroyable. Tu sais, mettons, moi, j'ai eu, je pense qu'on a commencé à buzzer un peu là-dessus un peu en même temps, là, tu sais, quand je me suis rendu compte, justement, en fait, moi, quand j'ai pris conscience de l'existence comment je pourrais dire, de l'alimentation kétogénique, je pense que c'est toi qui m'as introduit à ça. La première fois que t'es arrivé avec ton thermos avec une soupe de plein de gras de poulet puis des épinards dedans, j'étais comme what the fuck. Puis là, je me suis mis à creuser dans ça, puis je me suis mis à en parler avec mes parents, tu sais, puis c'est incroyable parce que dans les années 80, tu sais, le monde il mettait comment je pourrais dire, ils mettaient du PAM pour faire cuire les aliments, tu sais, c'était de l'espèce de gras sans gras, tu sais, puis c'était my God, puis quand j'ai parlé de ça que le gras pouvait être bon, puis tout ça, écoute, je me faisais mettre quasiment un crucifix en avant de la face, fait qu'on était littéralement brainwashés à mépriser cette source d'énergie-là. Puis je fais une parenthèse avec ça, tu parlais dans ton documentaire que c'est un aliment qui était vénéré par les tribus. J'ai regardé un documentaire sur les Atikamekw où est-ce que le gras d'ours était littéralement vénéré. Les gens s'enduisaient de graisse d'ours parce que ça a quasiment une vocation divine, cette substance-là, tu sais. Mais je pense que la chose qui m'a le plus choqué dans ton documentaire, c'est que les fameuses huiles végétales qu'on utilise maintenant, la première, du moins, qui a été utilisée, c'est le résultat, c'est un déchet de la production de vêtements. Parle-moi de ça. Ouais. Parle-moi de ça. C'est quoi la en fait, de ça? On a eu l'idée, puis à la base, c'était une bonne idée de se dire, parce que suite à la production de coton, là, il y avait les jeans qui étaient devenus très populaires. Donc là, la culture de coton avait augmenté. Puis, il y avait, suite à ce qui provenait en fait de la plante de coton, on avait les graines de coton. Puis les plantes fabriquaient beaucoup de ces graines-là. Puis là, au départ, ils ont dit, on va les utiliser pour faire de la lumière avec les lampes à l'huile, faire des savons, faire des chandelles. Puis là, avec le temps, avec l'arrivée d'électricité, là, ils ont comme perdu un peu leur business. Fait que là, ils se sont un peu creusé la tête pour se dire, comment qu'on pourrait utiliser ça? Puis là, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un chercheur qui a trouvé la façon de hydrogéner le gras pour lui donner une texture solide, finalement. Puis quand ils ont regardé un gras qui avait été hydrogéné artificiellement, là, on s'est rendu compte, c'est la même texture que le lard. Le lard qui était en fait le gras de porc qu'on utilisait à l'époque pour la cuisson puis pour comme nourriture, là, comme source d'énergie. Là, ils se sont dit, crème, c'est pareil que le gras de porc, fait qu'on va vendre ça, puis on va dire aux gens, c'est aussi bon que
que le gras de porc, même que c'est meilleur parce que ça provient des végétaux. Puis l'être humain, on dirait, on a toujours eu cette mentalité-là que c'est comme si le gras animal, c'est sale, c'est pas bon pour nous, puis tandis que le gras qui provient d'un végétal, ben c'est plus santé. Donc, ils ont même vraiment s'il est hyper transformé en usine, tu sais, c'est ça que je trouve complètement... Complètement. Ça n'a pas de bon sens parce que, comme tu dis, c'est basé sur la texture. C'est un peu comme, OK, ouais, le gaz de char, ça a la même texture que le jus d'orange. Ça doit être aussi bon. C'est comme, non! C'est ridicule! Le paramètre est complètement erroné, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis, ça prend combien de temps? Je pense que c'est peut-être la source du problème. Ça prend combien de temps? OK, c'est quoi? On va commencer par ça. C'est quoi les symptômes de consommation de ce genre de gras-là qui sont... J'imagine l'inflammation, ça doit être la première affaire qui pop. Puis ça prend combien de temps avant que ces symptômes-là apparaissent? Ben, regarde ça. Premièrement, là, je vais aller à la base de tout. Là. Dans la nature, en fait, les graines qui proviennent de l'huile végétale, là, ben, ces graines-là sont très, très riches en oméga 6. Ça, okay. C'est important à comprendre ça. Dans la nature, si on regarde où est-ce qu'on retrouve les oméga 6 dans la nature, ben oui, on les retrouve dans les graines. Puis là, je vais juste expliquer une petite histoire très, très courte, là, comment ça se passe dans la nature. OK? Pour les animaux, au printemps, il y a la verdure qui pousse. Donc, il y a l'herbe qui pousse, il y a les plantes qui poussent. Tout ce qui est vert, tout ce qui provient de ce qu'on appelle les chloroplastes, ben, c'est des oméga 3. OK? Et là, avec le temps, ben là, il y a l'été. Puis là, ces plantes-là, à la fin de l'été, l'herbe, tout le monde connaît l'herbe, là, ça monte en graines à la fin de l'été. Mm-hmm. Puis ça fait plein de graines. Ben, ces graines-là, là, ils sont pas là pour rien. Oui, ils sont là pour que la plante puisse se reproduire à la saison d'après, mais c'est aussi les animaux qui vont consommer ces graines-là qui apparaissent à la fin de l'été. Ce qui est merveilleux, c'est que ces graines-là, vu qu'ils sont riches en oméga 6, eh bien, ça permet à l'animal d'engraisser pour passer à la période d'hibernation et les oméga 6, donc, vont avoir comme effet de causer une sensibilité au niveau à l'insuline, au niveau de la cellule adipeuse. Donc, en résumé, l'oméga 6 permet la cellule adipeuse de prendre de l'expansion et l'oméga 6 sert aussi à ralentir le métabolisme pour l'animal pour que celui-ci puisse passer les moments de famine plus facilement. Donc, c'est le même processus pour l'animal que pour l'être humain. Puis ça, j'en parle pas dans le documentaire parce que je suis en train de faire mon deuxième documentaire qui parle justement des oméga 3 et des oméga 6 et de cet équilibre-là qu'il ne faut pas déstabiliser, sinon on se ramasse avec tous les maladies qu'on pourrait dire là, chroniques qu'on a présentement en 2021. Mais ça veut dire que l'équilibre dont tu parles, il est variable dépendamment de la période de l'année, right? Parce que si au printemps, voilà, tu peux pas que tu consommes trop d'oméga 6 parce que j'imagine qu'il faut pas que tu prennes trop de poids parce qu'il faut que tu sois mobile pendant l'été. OK, c'est capoté. En fait, juste pour te montrer, là, il y a eu un chercheur qui a fait une étude. Lui, il étudiait les marmottes dans la vie, là, puis il étudiait l'hibernation des marmottes. Puis lui, il a vu tout ce processus-là se passer. Puis là, il s'est dit, bon, les marmottes mangent beaucoup de graines. À l'automne, ils engraissent, ils hibernent. Il dit, mais là, qu'est-ce qui arrive si je leur donne beaucoup d'oméga 3 à la place? Fait que là, il leur a donné une diète plus riche en oméga 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Les marmottes veulent plus aller hiberner. Parce que l'oméga 3, lui, ce qu'il fait, il fait un peu le contraire de l'oméga 6. C'est qu'il va accélérer le métabolisme. Puis, il envoie un signal au niveau du corps, en fait, que c'est le temps d'être plus actif. Donc, les oméga 3 vont accélérer à peu près tout le mécanisme des enzymes à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'on dit les oméga 3, c'est bon pour le cerveau, les oméga 3, c'est bon pour la vision, c'est bon pour le système nerveux et c'est bon pour la perte de poids parce que ça accélère le métabolisme. Les oméga 6 font un peu l'inverse. Donc, c'est vraiment basé sur la logique du fait que on pourrait dire que la disponibilité des oméga 6 est là, mais surtout à l'automne, justement pour passer la saison morte là, qui va être plus difficile habituellement pour la majorité des gens. Puis pour ceux qui se posent la question, là, dans les pays un peu plus au sud, là, ben ça se passe pas avec les changements de lumière, parce qu'ici, la photosynthèse qui fait que les feuilles sont vertes provient des changements de luminosité avec les changements d'heure. Ben, dans d'autres pays où est-ce qu'il n'y a pas ces changements de luminosité-là, que tout reste vert à l'année, ben c'est vraiment la saison des pluies qui va avoir le même effet dans ces endroits-là. Fait qu'il y a toujours un mécanisme. Ces végétaux-là, autrement dit. La pluie va avoir... Ouais, c'est ça. Ah ouais, OK. Fait que la pluie va générer plus d'oméga 6 dans les végétaux que la faune va manger.
va favoriser en fait un signal au niveau de la plante là, que c'est un changement de saison, puis que là, la plante, elle va changer complètement ce qu'elle va apporter en fait aux animaux. Là. Mais c'est quelque chose c'est extraordinaire. Ça veut-tu dire... Vas-y, je t'écoute. Ben, j'allais juste dire, le problème, c'est que maintenant, on est noyé dans les oméga-6. Là, on s'entend, on parle d'animaux qui mangent des graines. Là, pour faire des huiles de graines, ça prend une quantité astronomique de graines. Donc là, nous, l'être humain moderne, en consommant ces huiles végétales-là, on est noyé dans les oméga-6. Donc là, on dépasse même toutes les limites de l'hibernation. Puis ça, ben, ça a des processus hyper inflammatoires, comme tu disais tantôt, parce que justement, les oméga-6 en tant que tels, en surplus, là, c'est vraiment, ça cause une tempête inflammatoire incroyable au niveau du corps humain. Et ça va faire en sorte que tous les effets des oméga-3 vont être complètement évaporés. Fait que ça veut dire qu'on est comme biologiquement dans un automne-hiver constant? En plein ça, tu as tout compris. Puis je te dirais que souvent, les gens pointent du doigt les glucides et le sucre comme les gens diète cétogène. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde toutes les études qui ont été faites sur la nutrition dans tous les pays, dans toute l'histoire confondue, on se rend compte qu'on a réussi à faire perdre du poids à des gens qui consommaient des diètes qui étaient constituées d'environ 80% de glucides. Fait que ce qui nous montre que si on abaisse le taux d'oméga-6 dans les diètes de ces gens-là, ben les gens vont perdre du poids malgré tout parce que justement, leur métabolisme vont s'accélérer. Puis ça va favoriser en fait une résistance au niveau de la cellule adipeuse par rapport à l'insuline. Tu sais, quand on dit sensibilité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une sensibilité à l'insuline au niveau de la cellule normale est très important. Oui. Parce que quand on dit qu'on est diabétique, c'est qu'on est résistant à l'insuline. Mm-hmm. Sauf que il se passe un peu l'inverse au niveau de la cellule adipeuse. L'oméga-6 en surplus cause une sensibilité à l'insuline. Je dirais l'oméga-3 lui va rendre plutôt une résistance à l'insuline au niveau de la cellule adipeuse. Donc c'est mieux d'être résistant à la cellule adipeuse, d'avoir des cellules adipeuses résistantes à l'insuline quand on veut perdre le poids. Donc, c'est sûr que souvent, les gens veulent perdre du poids, ben ils disent moi, je vais enlever le gras ou je vais enlever les glucides, mais jamais personne va aborder la question de je vais abaisser mon taux d'oméga-6 dans mon alimentation. C'est incroyable. En fait, je pensais à ça parce que j'ai comme visualisé notre jasette depuis 2-3 jours parce que j'avais hâte d'aborder ces sujets-là. Puis je me rends compte que un gros problème dans tout ce qui est humain, en fait, c'est une mauvaise conception des catégories. Parce que de dire comme le gras c'est bien, le gras c'est pas bien, c'est comme dude, il y a plein de sortes de gras puis ils ont pas tous le même effet sur le métabolisme. Puis ça m'a fait penser, je fais beaucoup de recherches dernièrement sur les substances psychédéliques. Puis sur, comment je pourrais dire, parce que là, on a comme réouvert ces études-là en clinique. Il y a beaucoup d'études, mettons, dans les universités, en psychologie, en psychiatrie, qui font des recherches sur ça. Puis les résultats sont vraiment incroyables. Puis je me rends compte que depuis des années, c'est une aberration qu'on ait mis, par exemple, la psilocybine puis le LSD dans la même catégorie que la coke puis que l'héroïne. Je veux dire, c'est pas du tout le même genre de substance, tu sais. Il y en a un qui est un stimulant puis l'autre qui fait en sorte que tu prends conscience de la connexion que tu devrais avoir avec la nature. Je veux dire, c'est pas pantoute la même catégorie, puis le fait qu'on mette ça dans le même panier nous freine une compréhension incroyable de notre environnement biologique et psychologique, tu sais. Fait que la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, c'est que, parce que dans ton documentaire, tu parles d'oméga-6, tu parles d'oméga-3, mais là, tu parles aussi de polyinsaturés, de monoinsaturés, puis ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à grasper, parce y a-tu des sortes de gras qui ne devraient pas être, autrement dit? En fait, non. Ça, c'est une super bonne question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les gras, on a les 3 types de gras. Donc, tous les gras qu'on va consommer contiennent des gras saturés, des gras monoinsaturés, des gras polyinsaturés. OK. Ce qui s'est passé, je peux essayer de le résumer rapidement. Résume-les dans le temps que tu veux, c'est à ça que ça sert. Fait que... pour les gens qui n'ont pas... pour les gens qui n'ont pas écouté le documentaire, c'est quand même difficile de comprendre de quoi on va parler. Fait que ce que je dis en fait dans le documentaire, c'est que les gras monoinsaturés, tout le monde a toujours été d'accord pour dire qu'ils sont bons pour la santé. D'ailleurs, l'huile d'olive est principalement monoinsaturée. Puis c'est une des raisons pour laquelle on dit que l'huile d'olive est bonne pour la santé, parce que c'est une bonne source de gras monoinsaturés. Les gras polyinsaturés, en fait, ont toujours été recommandés depuis les années 60. Parce que, justement, les huiles de graines, pour ne pas les appeler les huiles végétales, sont très, très riches en gras polyinsaturés et donc en oméga-6.
Parce que dans les gras polyinsaturés, on a les deux familles d'oméga. On a les oméga 3 et les oméga 6. OK. Donc, quand on parle de gras polyinsaturés, on parle toujours soit d'oméga 3 ou d'oméga 6. Donc, les huiles de graines sont très, très riches en oméga 6 et on s'est rendu compte avec le temps, parce que le problème, c'est que dans les années 50, on a émis l'hypothèse que le cholestérol était la cause des crises cardiaques. Suite ça demeure encore aujourd'hui. Tout le monde pense ça encore. Là, c'est dur à défaire. Encore aujourd'hui. C'est incroyable. Voilà. Donc là, Ansel Keys, qui était un des chercheurs qui a vraiment influencé cette mentalité-là, en fait, qui a vraiment émis l'hypothèse en tant que telle, ben lui, une année, il s'est rendu compte dans des études qu'il avait fait dans un hôpital psychiatrique que finalement, quand il utilisait les huiles végétales, on abaissait le taux de cholestérol de 14 à 17 environ chez toute la population. Donc, on s'est rendu compte que les gras polyinsaturés, les huiles végétales, abaissaient le taux de cholestérol. Et étant donné qu'on nous avait dit que les gras saturés et le cholestérol, selon l'hypothèse, causaient les crises cardiaques, ben là, on s'est mis à vraiment encourager la consommation d'huiles polyinsaturées. Donc, on nous a dit pendant des années que les huiles polyinsaturées étaient bonnes pour la santé dû au fait qu'elles abaissent le taux de cholestérol. Mais le problème, c'est qu'en consommant ces huiles-là en quantité industrielle, comme on nous l'a recommandé, on a explosé notre niveau d'oméga 6 et là, c'est devenu complètement, moi je dirais, meurtrier parce qu'on se rend compte vraiment que la majorité des pathologies modernes, c'est l'athérosclérose, la haute pression, le diabète, l'obésité, c'est tout causé par un surplus d'oméga 6. Donc là, ben, on s'est comme tiré dans le pied finalement. Puis ce qui est encore plus intéressant, puis là, ben, j'en parle dans le documentaire, c'est que si on regarde la molécule de gras saturés, ce qui est intéressant, c'est que les gras saturés, quand on dit qu'ils sont saturés, c'est qu'ils sont saturés d'hydrogène. Puis cette saturation-là les protège contre l'oxydation, ce qui fait qu'un gras saturé va toujours être protecteur au niveau de la cellule. Et si on a un gras qui est principalement saturé, ben on a un gras qui va protéger les gras polyinsaturés qui sont à l'intérieur du même gras, tu comprends? Donc, si on a des gras qui sont majoritairement polyinsaturés, comme une huile végétale, ben là, ces gras-là sont très, très susceptibles à l'oxydation. C'est pour ça que, tu sais, le gras polyinsaturé provient de la graine, puis la graine, elle a des antioxydants dans son enveloppe pour protéger cette huile-là contre l'oxydation. Mais le problème, c'est quand on va l'extraire, quand l'être humain décide de mettre d'extraire, tu comprends? À chaque fois, l'être humain, on dirait faire une action, c'est tout le temps dans le mauvais sens, malheureusement. Ben, on dirait qu'on enlève l'essentiel, tu sais, c'est comme t'enlèves la fibre, t'enlèves les nutriments, tu gardes juste ce qui tout seul n'a pas vraiment de sens, finalement, tu sais. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ben là, on se ramasse avec des huiles polyinsaturées dénudées de leurs enveloppes protectrices ou même de leurs antioxydants qui sont à l'intérieur de la graine. Et là, ben, on se ramasse avec un produit qui est hyper oxydant et ces produits oxydants-là vont causer beaucoup de dommages dans le corps humain, spécialement quand ils sont chauffés. Puis là, souvent, les gens ils disent, ben moi, je la chauffe pas, en huile végétale, je la mets dans ma salade. Le problème, c'est quand elle est fabriquée en usine, elle a déjà été chauffée 1000 fois. Donc, elle est déjà hyper endommagée, hyper oxydée. Donc, puis là, ben, c'est parce qu'avec les dernières années, avec les nouvelles technologies, on s'est rendu compte que le fait de chauffer ces huiles-là produisait des produits hyper toxiques, des produits qu'on appelle aldéhydes, comme le fameux 4-hydroxynonenal et l'acroléine, qui sont deux termes un peu compliqués, chimiques, mais ces deux molécules-là sont hyper nocives pour le corps humain, pour toute la cellule en tant que telle, pour les mitochondries, écoute, de plus en plus, on se rend compte que si on consomme une bonne quantité d'huile végétale chauffée, là, ben là, ça va créer vraiment du dommage au niveau du système digestif, même que ça peut vraiment accentuer les chances de développer des cancers parce que quand on parle le 4-hydroxynonenal, c'est un aldéhyde qui va aller, qui va oxyder un des gènes qu'on appelle le gène P53. Le gène P53, c'est un gène qui permet de détecter les cellules cancéreuses et de les supprimer. Donc là, dans les dernières années, on s'est rendu compte que le HNE en tant que tel, la molécule, l'aldéhyde, avait vraiment un effet vraiment dramatique au niveau du gène P53. Puis ce gène-là, il est super protecteur contre le cancer. Puis quand on regarde l'épidémie de cancer dans laquelle on vit présentement, tu sais, on peut pas dire que c'est ça totalement, mais on peut quand même dire que c'est ça contribue que ça aide. C'est ça. Ça contribue. Il y a une autre affaire que tu dis dans ton documentaire qui est vraiment dans le sens de ce que tu es en train de dire, c'est que
la vieille croyance qui dit que le cholestérol est la cause des maladies cardiaques, tu viens préciser en disant que c'est l'oxydation du cholestérol qui est la cause des maladies cardiaques. C'est quoi le mécanisme derrière ça? C'est-tu parce que le cholestérol oxydé vient irriter le système? C'est de quelle façon ça nuit? C'est une super bonne question, puis inquiète-toi pas que je l'ai creusé aussi, cette question-là. Parce que, écoute, il y a tellement de questions à répondre quand tu t'enlignes là-dedans, parce que justement, là, si tu dis ces choses-là, tu proposes ces hypothèses-là, ben là, il y a plein de gens qui vont te poser ces questions-là, puis il faut que tu puisses être capable d'y répondre. Oh oui, tu vas te faire tirer des roches après ce podcast-là, man. oui, je sais. Mais je suis prêt en même temps, puis tant mieux si ça peut apporter à la discussion puis au questionnement. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment 2 chercheurs dans l'histoire là, qui s'appelaient Brown et Goldstein, qui ont gagné un prix Nobel pour avoir découvert les récepteurs à LDL. Le LDL, là, c'est une des molécules qui fait partie du cholestérol. Dans le cholestérol, on a ce que certaines personnes appellent le bon et le mauvais cholestérol. Moi, je ne veux pas les appeler comme ça parce que les 2 sont bons, là. C'est ça, parce qu'il existe les 2 dans le corps, fait qu'ils ont une fonction, esti, tu sais. Oui, puis ils sont en circulation autant chez l'animal que chez l'homme. Chez l'animal, on n'en parle jamais, c'est pas problématique, mais on dirait que chez l'homme, le cholestérol, c'est toujours problématique. Bon, ça pour dire que ils ont trouvé, ces 2 chercheurs-là ont trouvé le fameux LDL, les récepteurs LDL, puis là, ils ont gagné des prix Nobel pour ça. Puis là, ils se sont dit, bon, on va vraiment pouvoir là, expliquer comment on cause des crises cardiaques parce qu'on sait que le cholestérol est impliqué. Puis, donc là, ben, ils ont pris des molécules de LDL, puis ils ont pris on appelle ça des leucocytes, là, c'est comme des globules blancs, là, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la plaque artérielle, il y avait toujours ce qu'on appelle des macrophages qui allaient se nourrir du fameux LDL. Fait que là, ils se sont dit, on va le reproduire là, en laboratoire, puis on va prouver aux gens que c'est le LDL qui est problématique. Fait que là, ils ont pris des cellules immunitaires, puis qu'on pourrait appeler lymphocytes, là, puis ils ont mis avec du LDL, finalement, une molécule de LDL, puis ils se sont rendus compte que finalement, ben, il se passait rien. Il se passait rien du tout. Okay. Mais là, après ça, il y a 2 autres chercheurs qui s'appelaient, je pense, c'est Stenberg et Wisden. C'est les noms de famille, là. Puis eux, ils se sont rendus compte, finalement, que la molécule, elle devait être modifiée pour être attaquée par les fameux lymphocytes. Puis finalement, on s'est rendu compte que fallait que la molécule soit oxydée. Donc là, ils se sont rendus compte que quand la molécule était oxydée, ben là, tout d'un coup, il y avait les cellules qui allaient au niveau du LDL, puis qui allaient créer en fait ce qu'on appelle des foam cells en anglais. Je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais les macrophages vont se nourrir de ce LDL oxydé-là et vont créer ces fameuses foam cells. Je pense qu'on les appelle foam cells parce que ça ressemble un petit peu à de la mousse, là. Okay. Là, ben, tout ça, au final, avec toute l'inflammation que ça crée, ça va créer comme un kyste au niveau de l'artère. Puis ben, c'est ça, en fait, qui cause les blocages artériels. Mais l'important de se rappeler dans toute cette affaire-là assez complexe, là, c'est que ce qui va causer les macrophages de vraiment se remplir de ce LDL-là, il faut vraiment que le LDL soit oxydé. Parce qu'on s'est rendu compte que si les molécules n'étaient pas oxydées, s'ils n'étaient pas modifiées, ben il ne se passait rien. Puis avec le temps, on s'est rendu compte que ce qui les modifiait, c'était l'oxydation. Et ce qui les oxydait, c'était justement les oméga-6, entre autres, qui pouvaient en faire en sorte que la molécule s'oxydait parce que les oméga-6 étaient souvent oxydés. Les oméga-6 qu'on se nourrit d'eux sont souvent oxydés, donc sont déjà endommagés. Puis ces oméga-6-là vont endommager la molécule au niveau du LDL, là, qui est en circulation dans le LDL, finalement. Là. Fait que je ne sais pas si c'est assez clair. Là. C'est quelque chose qui est dur à expliquer, mais... Fait que ça pour dire que finalement, ben la théorie que le cholestérol est problématique, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Donc, c'est pas le cholestérol le problème, mais c'est vraiment l'état de notre cholestérol. Exact. Puis pour quelqu'un qui est vraiment qui veut, prendre soin de sa santé, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est vraiment que il faut le moins possible oxyder son cholestérol. Puis les deux meilleurs mécanismes pour oxyder son cholestérol, c'est oui, le surplus d'huile végétale dans notre alimentation, dû au fait du HNE et de l'acroléine, qui sont les 2 aldéhydes les plus connus, là, qui vont causer du dommage au niveau des artères, entre autres. Mais on a aussi la cigarette.
Parce que quand on a eu l'épidémie de crise cardiaque dans les années 30, 40, 50, 60, là, le pic, là, on s'est rendu compte que c'est l'acroléine et le HNE, c'était produit à partir de la cigarette. Donc, finalement, l'épidémie de crise cardiaque qui est apparue au départ, là, qu'on a attribué au tabagisme. C'est ça. Oui, ça provenait du tabagisme. Puis ça, il y en a plein qui l'ont reconnu avec le temps que finalement, quand les gens ont arrêté de fumer, il y a vraiment eu une baisse des taux de crise cardiaque, mais c'était pas parfait. Je veux dire, ça l'a vraiment drastiquement baissé parce que les gens ont vraiment arrêté de fumer en grande partie, mais ça a continué. Donc là, moi, je pense vraiment que si, je rêve vraiment, là, mais selon moi, si toute la population mondiale réduisait leur quantité, leur consommation d'huile végétale ou même d'oméga-6, là, on aurait vraiment un abaissement drastique des crises cardiaques. Encore une fois, là, un autre pic vers le bas. Là. C'est fou. Je reviens au côté saisonnier de ce que tu dis, parce que si on suit le cycle des saisons, puis qu'on consomme plus d'oméga-6 à l'automne, est-ce que ça peut régler le problème d'une certaine façon? Ou c'est juste parce même pour un régime animal, pour un régime naturel, on en consomme comme 1000 fois ce qu'un ours devrait manger? On est-tu si loin que ça avec notre consommation? Ou bien si on la périodise, on règle le problème? Officiellement, là, selon toutes les études, que les gens se sont basés sur vraiment l'équilibre des dernières tribus qui ont pu étudier, parce que les tribus n'avaient pas accès à ces consommations-là, à ces produits-là, comme les huiles végétales. Donc, ils ont estimé là, que le ratio idéal oméga-6, oméga-3 était de 2 pour 1 à 4 à 5 pour 1. Mais nous, là, on est rendu à 10 à 20 pour 1 dans la population moderne. Ah ouais, OK. Donc, il est là, il y a vraiment une grosse différence. Parce qu'il faut comprendre, c'est que des huiles végétales, souvent, moi, les gens, là, écoute, je te dirais, la majorité de mes clients me disent « Ah, moi, Simon, je consomme pas ça, des huiles végétales. » Fait que là, j'ai dit « OK, on va énumérer un peu qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-manger puis dans ton frigo. » Puis là, on se rend compte qu'il y en a dans la majorité des produits qu'ils utilisent, les laits végétaux ou les laits végétaux. Depuis que j'ai regardé ton documentaire, je me suis mis à fouiller un petit peu, puis c'est incroyable. Tu sais, quand tu parles du Crisco, puis tu parles de... Tu sais, parce que tu parles des grandes chaînes alimentaires, je veux dire, tu manges au restaurant, c'est sûr que les gras qui sont dedans sont pas bons, parce que les bons gras sont trop chers, tu sais. À moins que tu manges dans un... Tu sais, fait que si tu vas, mettons, au Tim Hortons, au McDonald's, c'est pas fait avec du beurre puis de l'huile d'olive, là. On est loin de là, tu sais. Fait que c'est certain que tu vas consommer de quoi d'hyper-inflammatoire. Fait que ça a changé complètement ma perception. En fait, à cause qu'on est musicien, souvent on est sur la route puis on bouffe des... On a comme c'est difficile d'avoir une discipline au niveau alimentaire quand t'es tout le temps sur la route. Mais là, c'est devenu vraiment un argument. Là, c'est incroyable à quel point qu'on se fait empoisonner. Là, Puis, je te dirais, là, il y a une autre thématique que j'ai pas abordée dans ce documentaire-là parce que je la réserve pour mon deuxième documentaire. Okay. Parce qu'en fait, je te dirais que j'ai déjà 3 documentaires que, à la base, là, je les avais formulés selon un ordre précis là, de thématiques que je voulais aborder. Puis, étant donné que, tu vois, le premier documentaire, il dure déjà 1 heure, puis j'ai vraiment enlevé beaucoup de stock, ben là, je te dirais que j'ai bien des thématiques à aborder dans le deuxième documentaire. Puis, on nous parle pas non plus de cette problématique-là, puis c'en est une réellement, là, c'est le fait aussi que avec les années, ben, il y a eu... comment on pourrait dire ça? Je sais pas s'il y a vraiment un terme pour définir ça, mais à un moment donné, on a décidé d'utiliser le maïs et le soya, puis on les a ajoutés à la majorité des aliments. Bon, donc on a vraiment favorisé la culture du maïs et du soya. Puis, par le fait même, ben, on a décidé de nourrir les animaux avec ça aussi. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on nourrit les animaux au maïs et au soya, ce qu'on fait principalement pour le bœuf, nourri ou conventionnel, pour le porc et pour le poulet? Ben là, ce qui se passe, c'est que le tissu de ces animaux-là va se saturer en oméga-6. Tu comprends? Donc là, on a une autre problématique. On a la problématique que le porc qu'on achète au conventionnel qui provient d'épicerie, là, je vais me faire lancer des roches encore une fois, mais je suis prêt parce qu'il faut l'aborder la question. C'est vraiment une problématique là, dans notre monde alimentaire moderne. Wow. Ben là, le tissu graisseux du bacon qui va être nourri au soya et au maïs va être très, très riche en oméga-6, beaucoup trop riche en oméga-6. Ce qui devrait pas être normalement.
Pas du tout, parce qu'un animal dans l'état sauvage qui se nourrit de feuillage dans la forêt ou autre chose, ben il pourra jamais atteindre ces taux d'oméga-6 là aussi rapidement. Même chose pour les poulets. Les poulets qui sont pas nourris au maïs et au soya, c'est très très long la croissance du poulet. Donc les producteurs veulent pas les nourrir autrement. Mais c'est sûr qu'un poulet, c'est pas fait non plus pour être juste nourri au maïs et au soya. D'ailleurs, moi j'ai des poules ici. Puis la raison pour laquelle je veux avoir autant de poules, c'est parce que je mange beaucoup d'œufs, mais aussi parce que je veux leur donner une nutrition faible en oméga-6 pour être certain que le jaune de mes poules soit faible en oméga-6. C'est ça que j'allais dire, parce que si tu achètes des œufs, mettons pas des œufs bio ou whatever, ça veut dire que ton œuf qui est supposé être une super bonne source d'oméga 3, il l'est dramatiquement moins finalement. Oui, plus du tout, même au bio, beaucoup moins. Là, il faudrait vraiment aller gratter là, dans les pourcentages, qu'est-ce qui nous reste, à quel point la concurrence de l'oméga 6 va concurrencer l'oméga 3. Puis, tu sais, il y a beaucoup de les producteurs sont au courant de tout ce que je te dis là. Fait que eux, ils essaient de compenser. Donc là, ils essaient de donner des graines de lin aux poulets pour faire en sorte qu'il y ait plus d'oméga 3 dans leur jaune. Habituellement, quand on voit plus d'oméga 3 ou avec oméga 3 sur la douzaine d'œufs, c'est parce que justement, ils ajoutent de la graine de lin pour essayer de favoriser une augmentation au niveau des oméga 3. Fait que là, on se retrouve avec un gras de poulet qui est très riche en oméga 6, l'œuf du poulet qui est très riche en oméga 6, notre bacon et tout ce qui provient du porc est très riche en oméga 6. Puis, finalement, le grand gagnant de tout ça, c'est les ruminants comme le bœuf, parce que eux, ils ont une enzyme qui va faire en sorte que ils peuvent convertir les oméga 6 en gras saturés. Donc, finalement, eux, ils vont pas accumuler autant d'oméga 6 que les porcs et les poulets. Donc, le bœuf serait le plus gagnant pour manger une viande faible en oméga 6. Mais le problème, c'est que Santé Canada nous dit de plus en manger de viande rouge. Mm-hmm. Donc là, à cause de ça, il n'y a plus personne qui mange de viande rouge ou presque. Les gens l'évitent au maximum. Donc, les gens sont saturés en oméga 6. Tandis que si tu mettais de côté le poulet et le porc et que tu mangeais que du bœuf, là, tu te ramasserais vraiment avec tu aurais une perte de poids massive due au fait que tu vas réduire drastiquement ton taux d'oméga 6. Surtout si justement tu as déjà enlevé les huiles de graines, qu'est-ce qui te reste? Il te reste le porc, le poulet, les œufs, qui sont encore très riches en oméga 6, et les graines. Donc après ça, pour quelqu'un qui recherche vraiment une perte de poids puis il n'est pas capable d'aller la chercher, souvent, moi, c'est des outils que j'utilise. C'est l'information. C'est ça, j'allais dire. Tu as des résultats concrets dans les gens que tu coaches en augmentant le ratio d'oméga 3. Totalement. Wow! Totalement, parce que c'est juste c'est de la biologie rendu là. L'oméga 3 accélère le métabolisme, l'oméga 6 ralentit le métabolisme et l'oméga 6 rend la cellule adipeuse sensible à l'insuline. Donc là, même une personne qui a une alimentation standard mais qui abaisse son taux d'oméga 6 va avoir une perte de poids due au fait qu'elle va abaisser son taux d'oméga 6. Puis de quelle façon tu montres le ratio d'oméga 3 avec la supplémentation ou bien est-ce que tu dis aux gens, mange bio le plus possible ou bien c'est quoi ta stratégie concrètement pour faire ça? Il faut toujours se dire que le bio ne sera pas faible en oméga 6. Il donne du soya et du maïs bio. Donc le bio n'est pas... Tu comprends? C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que j'ai accumulé une liste de producteurs de viande qui vont nourrir leurs animaux sans maïs et sans soya. Puis moi, c'est ceux-là que je vais recommander. Je peux pas juste recommander le bio parce que le bio, c'est pas assez. Parce que le bio, encore une fois, ça peut arriver, mettons, qu'il y a du bœuf grass-fed, mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas la norme. Il peut être bio sans être grass-fed, finalement. Là. Fait que c'est une Totalement, on donne du grain bio. Fait qu'il est pas, il est pas modifié génétiquement, il est pas plein de pesticides, mais il reste qu'il mange pas ce qu'il serait supposé de manger. T'sais. Voilà. Puis le bœuf, même si lui, il va jamais saturer son tissu adipeux d'oméga 6 comme le fait le porc ou le poulet, il va quand même avoir un taux d'oméga 3 beaucoup plus bas parce qu'il est nourri au grain. Donc, c'est la raison pour laquelle chez nous, on achète que du bœuf nourri à l'herbe, justement pour avoir un taux d'oméga 3. Comme tu disais tantôt, comment tu fais pour aller chercher tes oméga 3? Moi, personnellement, je vais les chercher grâce au jaune d'œuf de mes poules parce que justement, je leur donne une nutrition pour favoriser la production d'oméga 3. Puis de toute façon, l'été, ils sont en liberté tout l'été là, dans l'herbe, puis l'herbe va être une bonne source d'oméga 3 pour les poules. Donc, c'est facile d'aller chercher assez d'oméga 3, surtout si l'alimentation des poules est faible en oméga 6. Puis, je suis rendu même que j'élève 2 porcs par année sur ma terre, là, parce que je suis chanceux, j'ai pas mal de terrain, fait que je les élève sur pâturage. Je me rappelle quand tu venais de déménager là, que j'étais allé faire un tour, puis tu avais comme ton rêve d'autosuffisance alimentaire. Je me rends compte que tu t'en rapproches en maudit. Oui, c'est ça. C'est vraiment... voilà. Mais tout ça pour dire que, pour répondre à ta question,
souvent, je vais peut-être commencer avec un supplément d'oméga 3 pour augmenter rapidement le taux d'oméga 3 parce que malheureusement, habituellement, quand que je parle de ces problématiques-là, c'est pas juste pour pour la perte de poids, c'est aussi dû au fait que, écoute, les oméga 6 vont vraiment atrophier les neurones. C'était ma prochaine question. Malheureusement, on se ramasse avec une épidémie de TDAH, puis de tous les problèmes d'attention, de mémoire, de focus, de problèmes de cerveau en général là, chez les enfants, autant que chez les adultes. Là. Mais le problème, c'est que là, c'est les enfants on leur donne des médications pour ça. Puis ça, c'est notre future génération. Fait que ça pour dire que, tu sais, quand je rencontre des gens qui me parlent que leur enfant est TDAH, là, je veux dire, ça, c'est à tous les jours quasiment de ma vie. Maintenant, il y a un parent qui me parle de son enfant avec un problème de TDAH. Ben, la première chose que je dis, c'est oui, vous augmentez le taux d'oméga 3, mais surtout, vous rabaissez le taux d'oméga 6 parce qu'on nous dit toujours donnez des oméga 3, donnez des oméga 3, donnez des oméga 3, mais il faut abaisser le taux d'oméga 6. C'est ça l'idée, parce qu'on n'a pas besoin de tant d'oméga 3 que ça, surtout si on abaisse les oméga 6. Parce que tu peux pas juste monter le ratio puis avoir comme quoi trop de gras dans le corps, ou bien y a-tu comme... autrement dit, tu peux-tu monter tes oméga 3 trop haut? Pas nécessairement par rapport au ratio. Pas nécessairement par rapport à ton ratio, mais par rapport à ce que tu es capable d'absorber. Ouais. OK, c'est ça. Encore une fois, je vais retourner dans ce qu'on a dit tantôt. L'affaire, c'est que dans les gras polyinsaturés, on a les oméga 3 et les oméga 6. C'est des gras qui sont très, très, très fragiles et oxydants. Puis on n'en a pas besoin des trop grosses quantités. Donc, selon moi, c'est parce que là, on déséquilibre, on consomme trop d'oméga 3. Encore une fois, il faut revenir à la mentalité de dans la nature, qu'est-ce qu'on aurait eu accès à? Ben, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu accès à 3000 mg d'oméga 3 à tous les jours, comme on va avoir dans maintenant les suppléments d'oméga 3 qui sont super boostés en huile de poisson. Là, on va retrouver 3800, 4000 mg d'oméga 3 par portion. Mais tu sais, là, je veux dire, c'est une bombe d'oméga 3. Ça peut servir à un moment où est-ce que la mère veut vraiment améliorer les fonctions cognitives de son enfant rapidement au lieu d'y donner une médication parce que là, le professeur lui oblige cette fameuse médication-là. Ben là, ça peut servir. Mais moi, je dis toujours, abaissons les oméga 6 puis essayons d'aller chercher les oméga 3 à partir de l'alimentation. Mais c'est sûr que le supplément peut être utilisé. Mais encore une fois, souvent, les suppléments, malheureusement, ben, ils vont être très, très oxydés parce que l'oméga 3 est encore plus fragile que l'oméga 6 à l'oxydation durant l'extraction. Puis, veut pas, ben, l'oméga 3, lui, est extrait du poisson. Donc, c'est un peu le même principe. L'oméga 3 est protégé dans le poisson, mais quand on l'extrait du poisson, il est hyper fragile à l'oxydation. Donc, si on pense juste aller chercher nos oméga 3 à partir des huiles de poisson, ben là, moi, je pense que vraiment, il y a des grosses chances qu'on se ramasse avec des gras qui vont s'oxyder à l'intérieur de notre corps, sinon qui sont déjà oxydés avant même de les absorber. Oh my God. Puis, OK, je veux revenir sur un point que tu as parlé tantôt qui a comme vraiment... comment je pourrais dire, ça a piqué ma curiosité. Tu as parlé de carbohydrates, puis parce que je me rappelle, dans les dernières jasettes qu'on a eues à ce propos-là, on parlait de la non-nécessité des carbs dans notre alimentation. Moi, j'ai fait beaucoup d'expérimentations et de recherches depuis qu'on s'est jasé la dernière fois. Puis là, tantôt, tu as dit qu'il y avait du monde qui avait une haute consommation de carbs, puis qui ont fini par maigrir pareil en augmentant quoi le ratio d'oméga 3. Parle-moi de ça, je veux comprendre. Ben, je dirais surtout en abaissant le taux d'oméga 6. Okay. C'est surtout ça que moi ce que j'ai vu dans les études sur la prise de poids, là, par exemple, j'ai fouillé, j'ai trouvé des études qui comparaient les gens qui consommaient de l'huile de soya, qui est hyper élevée en oméga 6, versus l'huile de coco. Puis là, ils se rendaient compte que l'huile de coco, elle causait pas de prise de poids, sinon elle causait une perte de poids. Puis d'ailleurs, là, je tiens à préciser que l'huile de coco est genre 90% de gras saturé. Là. Fait que pour ceux qui évitent les gras saturés, encore une fois, ils vont se tirer dans le pied parce qu'ils vont aller choisir l'huile de soya. Donc, voilà. Sinon, j'ai vu une autre étude, même, écoute, ça, c'est encore plus élevé, là. C'est une étude d'une compagnie qui cherche à hybrider son huile de soya parce que, justement, les compagnies, comme je te dis, sont au courant de la problématique. Fait que là, ce qu'ils cherchent à faire, ils cherchent à changer les ratios d'oméga dans leurs graines pour finir par produire des huiles qui sont avec des ratios moins élevés en oméga 6. Donc, les compagnies travaillent là-dessus. Là. Ils hybrident des graines, puis d'ailleurs, il y en a plein qui sont utilisées. Il y a des compagnies de chips qui utilisent ces huiles-là parce qu'ils savent que la friture d'huile végétale est toxique. Donc, ils essayent d'utiliser des huiles végétales moins toxiques. Donc, il y a une compagnie qui ont
hybridé leur huile de soya, puis ils ont augmenté le taux d'oméga 9, qui se trouve être les gras monoinsaturés. Okay. Et par le fait même, ils ont abaissé le taux d'oméga 6 parce qu'ils changent les ratios, tu comprends? Donc, plus d'oméga 9, moins d'oméga 6. Puis, ils se sont rendus compte, à la fin de l'étude, ils ont parlé de leur nouvelle invention, leur huile de soya hybridée. Bien, ils se sont rendus compte, en conclusion de l'étude, « Hey, c'est donc bien drôle, on a fait utiliser ces deux huiles-là, celles non modifiées et celles modifiées. » Puis, ils se sont rendus compte que les gens perdaient beaucoup de poids en utilisant celles qui avaient été modifiées parce qu'elles contenaient moins d'oméga 6. Donc, tout ça pour dire que à chaque fois qu'on va faire une étude avec les oméga 6, on se rend compte qu'aussitôt qu'on réduit le taux d'oméga 6, on se ramasse avec une perte de poids, peu importe le régime alimentaire. C'est pour ça que peu importe le contexte. OK. Ouais, voilà. Ah, ouais. C'est vraiment débile. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la nutrition, les glucides vont toujours augmenter le taux d'insuline naturellement. Puis, comme on dit, les oméga 6 vont rendre la cellule adipeuse sensible à l'insuline. Donc, les glucides, l'insuline provenant des glucides va favoriser la prise de poids. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. J'ai regardé, je pensais à toi l'année passée, je pense à toi régulièrement, mais j'ai pensé à toi l'année passée parce que je suis tombé sur, tu sais que je fouille là-dedans puis que je trippe là-dessus beaucoup. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo sur quelque chose qui appelait le Starch Diet, OK? Puis là, j'ai fait comme le Starch Diet. Je dis, il me semble que Simon, il ferait ça de même, tu sais, du moins ce que je connaissais de la dernière jasette qu'on a eue ensemble. Et puis, ce que Neil Barnard, qui s'appelle le docteur, puis il a fait une étude, puis là, à la lumière de ce que tu me dis là, je me rends compte qu'il a joué avec des trop gros blocs Lego, finalement, dans son étude, mais c'est vraiment intéressant. C'est que il dit que, autrement dit, quand tu manges keto, ou bien que tu manges principalement des gras, ta cellule va utiliser le gras comme carburant, mais il va aller vers le sucre en premier lieu. Mais si ta cellule est complètement saturée de gras parce que tu manges beaucoup de gras, les carbs vont rester flottants dans ton sang puis vont faire monter ton taux d'insuline. Puis c'est pour ça que les gens qui ont une alimentation américaine normale vont faire de l'insulinorésistance et compagnie. T'sais. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à la place d'enlever les carbs puis de fonctionner comme keto, il a fait complètement le contraire. Il a littéralement enlevé les gras puis il s'est ramassé avec des résultats incroyables. Il y a du monde qui avait du diabète puis tout ça, puis qui ont baissé, qui ont vu de la perte de poids puis qui ont eu tout ça. Puis c'est là que j'ai compris que le corps humain est quand même bien fait. C'est comme si tu avais le choix entre se nourrir de gras dans un environnement nordique que tu manges du phoque puis de la baleine versus te nourrir de carbs dans un environnement tropical, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça absolument écœurant. C'est ça, hein? Okay, t'as tout compris. Fait que c'est pour ça que partout à travers le monde, si on regarde les diètes, aussitôt qu'on abaisse le taux d'oméga 6, que ce soit en Asie ou on va se ramasser avec une perte de poids. Puis même malgré tout, même si les Asiatiques, là, depuis toujours, en fait, là, ils ont toujours eu une diète qui était très, très riche en starch, là, c'est ça comme tu disais là. Puis ces gens-là ont toujours été hyper, hyper minces. C'est sûr que si tu regardes le profil nutritionnel d'une diète riche en starch, riche en aliments, riche en amidon, si je veux traduire, là, pour pas dire starch. Tu parles en anglais, c'est des Simons de badass. Ça pour dire que finalement, les starch, au point de vue nutritionnel, c'est sûr que c'est pas très, très riche. Donc, c'est sûr qu'un Asiatique ça va être mieux pour lui de consommer du poisson avec ses starch pour dire qu'il y a quand même des nutriments dans son alimentation, mais c'est certain que s'il ne consomme pas d'oméga 6, il n'y aura pas d'incidence au niveau justement de sa prise de poids versus aujourd'hui, quand on regarde les Asiatiques qui maintenant ont accès au fast-food et à l'huile végétale, ça a vraiment une influence sur leur prise de poids. Là. Finalement, eux autres aussi sont rendus gros. Là. Ils commencent à être gros. Il y avait du retard sur toutes les autres là, dû justement à leur diète, mais là, ils commencent à être gros malheureusement. C'est génial. La planète est grosse présentement. Là. Magique. Ouais. Mais puis, tu sais, écoute, je vais juste toucher à un terrain hyper fragile, là, mais je vais quand même le spécifier parce que, tu sais, moi, je pense dans la situation actuelle dans laquelle on est, là, avec la fameuse COVID, pour ne pas la nommer, tu sais, la COVID, ça cause vraiment une tempête inflammatoire au niveau du corps humain, mais moi, je pense vraiment que si la majorité de la planète avait une consommation très faible d'oméga 6, on n'en serait pas là. Premièrement, les hôpitaux ne seraient pas pleins. Parce que les hôpitaux sont pleins majoritairement dû au fait que les gens ont des maladies chroniques. Puis selon moi, l'ingrédient principal qui cause les maladies chroniques, c'est les oméga 6, le surplus d'oméga 6
et les huiles végétales. Puis, fait que, tu sais, les hôpitaux, il y aurait de la place pour soigner les gens. Puis les gens qui souffrent le plus de la COVID sont souvent des gens qui, malheureusement, vont avoir une tempête inflammatoire liée à la fameuse COVID. Mais moi, je pense que le surplus d'oméga-6, c'est sûr qu'il y a un impact à ce niveau-là pour justement augmenter les symptômes par rapport à la Parce COVID. que, dans le fond, c'est comme si ton corps avait comme un niveau d'inflammation maximal qu'il est capable d'atteindre. Fait que s'il est déjà à 80% d'inflammation, si tu contractes le virus, tu te ramasses dans le top, tandis que si tu as un niveau d'inflammation qui est très bas, tu contractes le virus, j'imagine que tu es capable d'en prendre encore, finalement. C'est en plein ça, tu as tout compris. Puis d'ailleurs, là, juste pour une petite explication rapide, là, comment les oméga-6 peuvent favoriser l'inflammation au niveau des bronches, des poumons, là, à l'époque, encore aujourd'hui, je veux dire, on donne un type de nutrition aux gens par intraveineuse, les gens qui ne peuvent pas se nourrir de façon normale. Puis, à l'époque, cette nutrition-là était constituée d'huile de soya et de glucose liquide qu'on donnait en intraveineuse aux gens pour les nourrir. Excuse-moi, je ris là parce que je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais bon, c'est ça qu'on... L'être humain est une bébite incroyable. Pour vrai, là, c'est débile. Ça pour dire que on s'est rendu compte avec le temps que quand on utilisait ce type d'alimentation-là, les gens développaient des gros problèmes de santé, dont ce qu'on appelle le fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, on s'est rendu compte qu'on avait 7 fois plus de chances de le développer avec cette alimentation-là. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait juste des oméga-3, des oméga-6 puis du glucose dans la formulation. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on augmentait de 7 fois le risque de développer le syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est élevé, là. Donc, ce type d'études-là nous prouve que l'huile de soya en très grande quantité augmente le taux d'inflammation dans les bronches. Puis, moi, je suis allé gratter encore plus loin. Je me suis rendu compte que le mécanisme, c'est que les globules blancs, ils vont utiliser les oméga-6 pour les transformer en ce qu'on appelle des leucotoxines pour détruire le virus. Fait qu'eux autres, c'est comme ça, c'est comme un peu le fuel qu'ils utilisent. Donc, normalement, quelqu'un qui a des oméga-6 dans son corps, les globules blancs utilisent ces oméga-6-là pour détruire le virus qui est à travers les cellules. Donc, ils essaient de détruire les cellules qui ont le virus à l'intérieur. Puis ça, c'est notre système immunitaire. Le problème, c'est que eux, les globules blancs, tant qu'il y a des oméga-6, ils vont produire des leucotoxines. Puis la leucotoxine, c'est hyper toxique. On a pris de la leucotoxine, on l'a mis dans des seringues, on a injecté ça à des animaux, encore une fois, pauvres animaux. Mais les animaux, là, ils meurent à peu près 2 à 3 minutes. C'est pour te dire à quel point la leucotoxine, c'est toxique. Mais le globule blanc, lui, il fabrique ça parce qu'il veut nous défendre, tu comprends? Mais à un moment donné, c'est parce que si tu as trop d'oméga-6, le globule blanc, tant qu'il y en a des oméga-6, il va fabriquer des leucotoxines sans arrêt. Puis à un moment donné, je veux dire, la personne a fini par mourir de sa tempête inflammatoire de globules blancs. C'est comme la tempête inflammatoire est amplifiée par le taux d'oméga-6 élevé. Tu comprends ce que je veux dire? Cette tempête-là qui devrait être là à un moindre degré, finalement, notre défense devient complètement ce qui nous tue. Tu as tout compris. Puis d'ailleurs, on a aussi découvert que cette même nutrition-là par intraveineuse très, très riche en oméga-6 pouvait facilement induire à peu près un foie gras chez 50% de la population qui l'utilise pendant, disons, une couple d'années. Là. OK. Fait que le foie gras, c'est une épidémie au Québec. Là, officiellement, là, on est à 1 personne sur 4 qui a un foie gras. Fait que ça, c'est sûr que le taux d'oméga-6 trop élevé est en lien avec cette épidémie de foie gras-là qui est au Québec. Puis vous pouvez vraiment chercher les statistiques si vous voulez vous amuser. Tapez TVA, foie gras, 1 personne sur 4 au Québec, puis vous allez tomber sur ces recherches-là. Puis ce problème-là, il est généralisé partout à travers le monde. Là. Fait on se ramasse pas avec des foie gras puis de l'inflammation au poumon. Ça arrive pas des airs. Là. Il y a quelque chose, il y a un mécanisme. Ces mécanismes-là, on nous en parle pas, mais quand tu te mets à chercher sur tous les dommages que les oméga-6 en surplus vont créer, tu tombes sur ça. Tu tombes sur l'inflammation des poumons, la rigidité des artères, l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation du tissu adipeux, puis tous les problèmes neurologiques, tous les problèmes de TDAH, de vision, etc. Puis d'ailleurs, on a aussi étudié le taux d'oméga-6 que les femmes ont enceintes, puis l'influence que ça a sur le bébé qui va naître. Puis c'est grave, là. Ça ressemble à quoi? On s'est rendu compte que
Ben, le taux d'oméga-6, en résumé, là, pour simplifier, le taux d'oméga-6, quand il est trop élevé dans la circulation de la mère ou dans le lait maternel de la mère, ben, ça empêche la formation des oméga-3 au niveau du cerveau de l'enfant, donc le développement du cerveau de l'enfant. Puis là, ben, on voit de plus en plus de problèmes au niveau cognitif, là. Puis il y a des gens qui commencent à expérimenter, ils donnent des oméga-3 à leurs enfants, puis ils se rendent compte que des enfants qui n'étaient pas capables de parler se mettent à parler, des enfants qui n'étaient pas capables de faire certaines actions, ils réussissent finalement à devenir un peu plus, comment je dirais, je cherche le terme. Fonctionnel, finalement, là. Fonctionnel, voilà, fonctionnel. Donc, on se rend compte qu'il va falloir vraiment regarder, entre autres, les préparations pour enfants, parce que les préparations pour enfants qu'on donne en poudre, là, c'est une bombe d'oméga-6. Puis le problème, c'est qu'on s'est fié sur le lait maternel moderne pour se baser sur les ratios d'oméga-6 oméga-3. Fait qu'on avait une bonne intention à l'origine de dire on va... voilà. Oh my God, OK. Fait qu'on est complètement dans le champ parce qu'à l'origine, on l'a été. Fait qu'on suit un aveugle, finalement. T'as tout compris. T'as tout compris. Il aurait fallu prendre les ratios d'oméga-6, oméga-3, genre, encore une fois, un animal sauvage, par exemple. Genre, tu sais, fait que 2 pour 1 à 4 pour 1, mais là, on a imité le taux d'oméga-6 de la population moderne. Fait que là, on se ramasse avec une mère qui va avoir beaucoup d'oméga-6, qui donne ça à son enfant, qui empêche la formation des oméga-3. Là, soit qu'elle va l'allaiter, mais elle a encore plein d'oméga-6 dans son lait maternel, donc ça va encore nuire. Puis il y en a qui vont décider d'utiliser les préparations pour enfants, mais malheureusement, toutes les préparations pour enfants sont hyper élevées en oméga-6. Fait que là, on s'en sort pas. Tu commences ta vie comme ça, puis après ça, tu commences à manger une alimentation standard. Puis là, il y a des oméga-6 puis des huiles végétales dans tous les aliments. Tu sais, là, je nommerai pas de marque, là, mais il y a certains beurres d'arachide qui sont très, très riches en oméga-6. Puis il y en a qui consomment ça tous les matins, là, puis c'est pour commencer la journée, sur un pain qui va majoritairement être produit avec des oméga-6 parce que avec des huiles végétales, parce que les huiles végétales vont empêcher la moisissure au niveau du pain. Donc ça, c'est super utile pour les compagnies de pain. Fait qu'ils vont toujours mettre des huiles végétales dans le pain. Après ça, on dîne, on mange des huiles végétales au dîner. Après ça, on soupe, on mange des huiles végétales au souper, puis on va au restaurant, puis tout est cuit dans l'huile végétale. Fait que ça a pas de bon sens. Ça m'a fait capoter dans ton documentaire, justement, quand tu parles de conservation, tu sais, puis ça m'a comme ouvert une porte sur toute cette dimension-là des produits de consommation, qu'on est game de compromettre notre santé dans le but... en fait, c'est pas nouveau. On compromet notre santé dans le but de faire plus de profit. C'est tout à fait normal dans le système dans lequel on vit. Mais c'est incroyable d'en prendre conscience puis de dire... Je sais pas si tu connais Michael Pollan. Il a écrit un petit livre que j'ai ici. Mon Dieu, il est où? Bref, c'est juste... c'est un petit bouquin sur l'alimentation. Puis il y a un chapitre que je trouve vraiment hot qui dit « Si tu veux manger de la junk, fais-la chez vous. » Puis il approfondit pas, mais en voyant ton documentaire, j'ai tout compris pourquoi. Parce que justement, tu vas mettre du gras, tu vas mettre du sucre, mais le gras que tu vas mettre, ça va être du beurre. Pis c'est cool, c'est vraiment moins pire que de mettre du fucking Crisco, man. Ça a pas de bon sens, tu sais. Que ça soit de l'huile. C'est-tu encore de l'huile de coton, comme à l'époque? Non, pas du tout. En fait, ça, je l'ai spécifié, là. Les lois ont interdit la production de gras trans, la consommation de gras trans. Ah oui, c'est vrai. Crisco, la compagnie a été vendue par Procter & Gamble, puis ça a été racheté par je sais pas quelle compagnie, là, parce que ça m'intéresse pas, là, mais maintenant, c'est de l'huile de canola, là, puis avec de l'huile de palme pour donner de la texture Donc, c'est un peu la même texture, mais la texture provient probablement soit d'huile de palme ou de coco, parce que c'est le seul ingrédient qu'on peut utiliser. Quand on a arrêté l'hydrogénation des gras à cause de la loi qui est passée, ben là, il a fallu retourner quand même à l'utilisation d'huile de palme et de coco pour donner de la texture aux huiles végétales, parce que sinon, c'est liquide, ça marche pas, là. Fait que, il a fallu, sans trop en parler, parce que, tu sais, les gens ont encore peur de l'huile de palme et de l'huile de coco. Tu sais, tout le monde est contre l'huile de palme, mais le problème, c'est pas la nutrition de l'huile de palme. Non, c'est la façon c'est la culture, là, tu sais, c'est tout. Exact. C'est un problème environnemental et éthique rendu là, tu sais, mais au niveau nutritionnel. Voilà. Parce que ma blonde était beaucoup contre ça, tu sais, parce qu'elle est quand même informée à ce niveau-là. Puis quand je lui ai dit, je disais, hey, Simon, il dit que l'huile de palme, c'est comme plein justement, c'est une meilleure huile que ben des margarines, finalement, tu sais.
Je dirais même là, pour qu'un vegan, l'huile de palme non raffinée là, est hyper riche en vitamine A active, là, qu'on appelle vitamine A biodisponible, pas du bêta-carotène qui est un précurseur, mais vraiment, puis c'est une des seules sources vraiment fiables de vitamine A, là, mais sauf que qui veut consommer de l'huile de palme non raffinée, déjà que c'est de l'huile de palme. Oui, c'est correct pour la santé. Le problème n'est pas là. C'est vraiment au niveau de l'environnement. Fait que ça, c'est un autre dossier. Puis, je veux dire, la viande, c'est la même chose. On pourrait tomber dans le dossier environnemental puis on pourrait parler pendant des heures parce que c'est sûr que moi, je prône le fait de manger de la viande puis j'arrêterai pas de le prôner. C'est juste qu'il faut choisir vraiment quelle viande qu'on consomme puis de qui on va acheter notre viande. Fait que ça, c'est un autre dossier, puis on pourrait en parler pendant une heure. Écoute, je veux qu'on l'aborde un petit peu parce que j'ai découvert un gars qui s'appelle Alan Savory. Je sais pas si tu connais. Ce gars-là. C'est ça. Ça me fait capoter de voir que ce gars-là, il dit que. Parce qu'on va tirer des roches à l'industrie de la viande parce que bon, ils vont déboiser, ils vont déforester partout, puis que ça pollue à un niveau incroyable. Puis Alan Savory, il arrive avec comment je pourrais dire, le slogan. L'élevage bovin va sauver la planète, tu sais. Fait que c'est comme wow! Puis finalement, son approche est incroyable parce que il dit l'élevage bovin qui imite le comportement des troupeaux dans la nature, qui va aller brouter, qui va aller déféquer il s'est littéralement servi de ça pour reboiser des endroits. Puis je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a de plus en plus d'éleveurs au Canada qui adopte ce modèle-là. Fait qu'il y a vraiment une révolution qui est en train de se passer à ce niveau-là. Je veux aborder un autre sujet avec toi. C'est quoi parce que on parle souvent du ratio de macronutriments. Y a-tu une crosse qui s'est passée à ce niveau-là? C'est quoi ton approche de tout ça, des carbs versus les protéines versus les gras? Y a-tu un ratio idéal encore? C'est-tu le même qu'à l'époque? Ça, c'est une tellement de bonne question. C'est parce qu'une année, on mange, en moyenne, là, je dirais 3 repas par jour. Là, puis il faut décider qu'est-ce qu'on mange, puis on a un appétit qui est limite. Donc, à quelque part, on ne peut pas tout manger. Là, je veux dire, il faut faire des choix d'aliments. Puis c'est là que tu vas choisir un nutritionniste, puis tu n'auras pas les mêmes recommandations d'un nutritionniste à l'autre. Puis en tout cas, c'est curieux. Je trouve ça curieux parce qu'il y a personne qui s'entend encore en 2021 sur comment on devrait nourrir l'être humain. Puis curieusement, moi, j'ai beaucoup étudié la nutrition des animaux parce que justement, j'ai des animaux à la maison, puis j'ai lu là-dessus pendant des heures et des heures. Puis je me suis rendu compte que c'est hyper structuré, la nutrition des animaux. Puis c'est comme ça, tu peux pas donner ça. Si tu donnes ça, il faut que tu donnes des enzymes parce que ça sabote la digestion. Ça, tu peux pas en donner plus que ça. C'est super. Mais nous, là, tu sais, je veux dire, on a l'assiette du guide alimentaire canadien, là. Mais moi, je dois t'avouer qu'habituellement, avec mes clients, c'est quasiment, je prends la pyramide alimentaire, je la vire à l'envers, là, tu sais. Puis je te dirais, c'est spécial parce que les gens, à chaque fois, ils me disent, ouais, mais là, Simon, tu me dis de faire complètement le contraire de tout ce qu'on nous dit de faire depuis les 50, 60 dernières années. Je dis, regarde, fais-moi confiance, puis on verra dans une couple de mois, puis au pire, tu changeras ton mode alimentaire. Puis à chaque fois, les gens, ils font comme, écoute, c'est hallucinant, là, tous mes problèmes inflammatoires sont disparus. Récemment, j'avais un client qui venait me voir à toutes les semaines, puis qui me parlait, puis qui prenait des notes, puis qui changeait son mode alimentaire de semaine en semaine. T'sais, il faisait ça graduellement, puis j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce que il était vraiment discipliné. Puis lui, il souffrait d'arthrose, là, vraiment élevé, là, il a les doigts tout croche, puis il dit, moi, je dors plus la nuit tellement j'ai mal. Puis là, j'ai dit tout ce qu'il fallait qu'il mange, puis tout ce qu'il fallait pas qu'il mange. Puis là, il venait me reposer des questions sur ça. Puis là, il dit, non, ça, faut que tu manges ça, mais ça, faut pas que tu manges ça. OK, c'est beau, ça, j'en mangerai plus. Puis là, tu vois, il vient de m'appeler récemment pour me dire, Simon, ça fait 10 jours que je dors sans aucune douleur la nuit, sans prendre aucun anti-inflammatoire. Donc, officiellement, je peux officiellement dire que je me suis tiré de mes problématiques d'arthrose. Puis, tu sais, il était venu me voir en disant, l'arthrose, ça se soigne-tu? J'ai dit, l'arthrose, je veux dire, il y a eu un dommage au niveau du cartilage, mais l'inflammation, la douleur, oui, ça se soigne. Puis selon moi, tant que l'être humain est vivant, les cellules sont vivantes, donc il y a moyen de nourrir l'articulation puis de régénérer avec le mouvement et une alimentation adéquate. Mais tout ça pour dire que c'est ça, il y a des choix alimentaires qu'il faut faire. Puis là, comme tu me dis, il y a des macronutriments qu'il faut respecter. Fait que là, la question, c'était quoi? C'est finalement comment on fait pour baser nos décisions par rapport aux macronutriments, c'est ça? Exact, c'est ça. C'est quoi le ratio idéal selon ce que toi, tu as observé, tu sais? C'est sûr que, encore une fois, moi, je vais avec quand je dis nutrition, là, c'est vraiment les vitamines, les minéraux qu'on va chercher par rapport aux aliments. OK. Donc, tu
sais, là, j'ai pas de tableau que je pourrais te montrer, mais j'en ai des tableaux parce que j'ai déjà donné des cours de nutrition à des classes, puis j'avais vraiment mis tout sur tableau. Puis j'ai vraiment un tableau qui avait été fabriqué par un monsieur qui s'appelait Matt Lalonde, qui est un biochimiste. Puis lui, il avait vraiment additionné tous les vitamines et les minéraux par famille d'aliments, puis il avait fait une échelle. Puis, écoute, l'échelle, c'est incroyable. On se rend compte que, en fait, les aliments qui sont vraiment les plus nutritifs de tous les types d'aliments, de toutes les familles d'aliments, c'est les abats provenant des animaux. Donc là, on parle... OK, non, ça, c'est vraiment nouveau. On parle tout le temps des greens, on parle des superfoods, on se ramasse jamais. Voilà. Les rognons sont jamais des superfoods, là. Voilà, t'as tout compris. Mais officiellement, je te dirais, les super aliments les plus nutritifs, toute famille d'aliments confondus, c'est les organes. Puis d'ailleurs, je te dirais, probablement le super aliment, tout aliment confondu, selon moi, c'est le foie. Puis le foie, quand on regarde là, à l'époque, là, dans les livres historiques, là, le foie était vraiment un aliment sacré pour les gens. Puis même des fois, ils n'osaient même pas le toucher avec les mains parce que c'était un aliment sacré. Moi, je ne pas le toucher avec ma bouche parce que, honnêtement, OK, petite anecdote, à chaque année, je me dis, OK, là, je mange du foie, je me réessaye. Puis l'année passée, j'étais avec Martin Levac. On est allé manger au restaurant, moi puis Martin puis une gang, tu sais. Puis Martin, c'est un fan de foie, OK? Fait que là, il a mangé du foie, puis il m'a dit, là, j'avais pas encore commandé, tu sais. Fait qu'il me dit, écoute, c'est le meilleur foie que j'ai mangé de ma vie, puis lui, c'est un connaisseur. Je dis, OK, ça veut dire que si je mange ce foie-là, puis que je l'aime pas, ça veut dire que j'en aimerais aucun. Il dit, exact. Je me suis commandé ça. Puis écoute, ça a passé border, là, tu sais. Puis je veux, parce que je suis conscient qu'effectivement, que c'est une bombe de nutrition, puis j'aimerais ça pouvoir le consommer plus souvent, mais c'est rough. C'est rough. Mais OK, fait que c'est toute catégorie confondue, le plus dense en nutrition. C'est incroyable, ça. Voilà. Ouais. Puis là, écoute, j'ai trouvé une feuille ici là, d'un tableau, justement, là, de densité nutritionnelle par aliment. Je vais y aller vite, là, un petit résumé rapide, là, juste pour donner une idée rapide aux gens. Donc, les abats sont en premier, donc foie, rognon. Quand on dit rognon, c'est les reins, le cœur. Le cœur, c'est plus facile quand même. Si tu veux essayer le cœur, là, c'est plus près du steak, mais le cœur est super riche en coenzyme Q10. Puis la coenzyme Q10, il y en a qui payent 80$ le pot de supplément parce qu'ils veulent aller chercher la coenzyme Q10. C'est comme manger du cœur, tu sais, bon. Mais bon, je sais qu'on n'est plus là en 2021. On dirait que les gens ont oublié que c'était ça que les gens consommaient en majorité à l'époque, mais bon. Tout ça pour dire que les abats en premier à 21,3 points en densité nutritionnelle. Les deuxièmes ingrédients, c'est herbes et épices. Ils sont à 12,3. Là, on était à 21, on est rendu à 12. On s'entend que les herbes et les épices, on n'en met pas beaucoup là, dans notre alimentation, tu comprends? Fait qu'on ne mangera pas juste des herbes et des épices pour survivre. Là. Après ça, en troisième rang, on a les noix et les graines à 7,5. Mais là, on a droppé de 21,3 à 7,5. Mais là, les noix et les graines, n'oubliez pas, si vous en mangez trop, qu'est-ce qui va arriver? Surplus d'oméga 6. Fait que là, il faut faire attention à notre surplus d'oméga 6 parce que, encore une fois, dans l'histoire, si on se fie à la logique, acheter des sacs de graines à chaque semaine puis en manger à toutes les semaines sans arrêt ou manger de la farine d'amande comme le font les ketos. Ils se font tout leur pain, leur gâteau avec de la farine d'amande qui est hyper riche en oméga 6. Bien là, on va se ramasser, on va buster complètement notre taux d'oméga 6. Après les noix et les graines, on tombe dans le cacao à 6,4. OK, le cacao, c'est bien beau, là, mais je pense pas qu'on va se nourrir au cacao. Il y en a qui vont être bien contents de ça, là, de savoir si c'est nutritif, là, mais bon. C'est meilleur que le Après le cacao, oui, c'est ça. Un foie au cacao, peut-être l'idée qu'on pourrait faire un petit shake, là. Ouais. Après le cacao, on a le poisson et fruits de mer à 6,0. Là, on tombe après ça dans le bœuf. Là, quand on parle du bœuf, on parlerait plus du steak. Là, tout ce qui est la musculature du bœuf est à 4,3. Après ça, on a l'agneau. Après ça, on a les légumes crus à 3,8. Là, on se rappelle que le foie est à 21,3. On est rendu à 3,8. Fait que là, je pourrais descendre encore. Là, on a les œufs. Après ça, on descend. Là, on se ramasse aux légumineuses à 2,3, aux fruits à 1,5. Les gens, souvent, quand on pense de vitamines, c'est comme, ça me prend des vitamines, je vais manger des fruits. On est à 1,5, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Puis après ça, les céréales à grains entiers qu'on nous prône depuis 50, 60 ans, on est à 1,2. 1,2 versus les abats à 21,3. Puis après ça, on finit avec les légumes en conserve là, à 0,8. Là, mais fait qu'une manière, il faut que tu fasses des choix. Il
faut que tu fasses des choix parce que là, tu as 3 repas à manger par jour. Puis là, on parle de nutrition par rapport aux micronutriments, mais c'est important de parler aussi de l'énergie. C'est certain que l'énergie qui provient du gras va toujours être une énergie plus stable, plus constante. Moi, je fais toujours un peu l'analogie de le gras, c'est un peu comme une bûche d'érable. Quand tu mets ça dans le feu, ça prend pas en feu d'un coup, mais ça dure très longtemps puis ça réchauffe beaucoup. Tandis que si tu manges du riz ou des céréales, ben c'est un peu comme quand tu mets du papier dans le poêle à bois. Ben là, tout d'un coup, tu vas avoir un gros pic de feu, mais ça durera pas longtemps. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, je vais toujours opter pour le gras versus ce qu'on disait tantôt, les starch ou le riz ou les pâtes, parce que je vais avoir une source d'énergie plus stable, puis plus constante. Puis d'ailleurs, c'est sûr que si on regarde le profil nutritionnel du gras animal, ça, c'est une question qu'on va jamais aborder. Mais si on regarde dans le gras animal, on va retrouver une grande source de vitamine D si l'animal est nourri au pâturage, parce que l'animal, comme l'être humain, va synthétiser la vitamine D à partir du soleil, puis va fournir de la vitamine D à partir de son gras. Donc là, les gens disent, ça prend absolument un supplément de vitamine D pour pouvoir survivre à l'hiver au Québec. Je m'excuse, mais les gens qui consomment beaucoup de foie et de gras vont avoir un taux de vitamine D vraiment optimal. Puis d'ailleurs, ça a été étudié dans des tribus qui vivaient dans le Nord. Puis ces gens-là, on a regardé leur taux de vitamine D, puis il était parfait malgré le fait qu'ils n'avaient pas accès à la synthèse de la vitamine D versus le soleil. Fait que tout ça pour dire que je pense pas que la carence de vitamine D, ce soit quelque chose. Comment je dirais ça? Je pense que c'est un problème de notre monde moderne. Puis d'ailleurs... Tu viens de poster un chapitre au complet que je voulais te poser, parce que la vitamine D, c'était le prochain sujet que je voulais aborder. Parce que il y a un Joel Gould, je sais pas si tu connais, c'est un dentiste qui s'est mis à faire des recherches sur la vitamine D, puis il a fait du méga dosing de vitamine D. Puis lui, sa théorie par rapport à ce que tu disais des oméga 6, c'est que, autrement dit, quand l'automne arrive, il y a moins de soleil, puis on est fait... autrement dit, le corps répond à ça en stockant plus de gras pour l'hiver qui s'en vient. Fait que ça, c'était son hypothèse. Mais là, ce que tu viens d'apporter, c'est complètement différent, dans le sens que la vitamine D qui est nécessaire à tant de processus cognitifs puis à la réparation de notre ADN puis de tout ça est contenue dans le gras animal qu'on est supposé manger l'hiver. Voilà. Fait que là, si tu regardes dans le gras animal, tu n'as pas juste la vitamine D, tu vas avoir le cholestérol. Puis le cholestérol, c'est un précurseur aux hormones. Là, on se ramasse. Présentement, ils disent que nous, on a un taux de testostérone qui est du tiers à nos grands-pères, dû aux perturbateurs endocriniens, le plastique, les BPA, qui agissent un peu comme ils ont une action estrogénique dans le corps humain, avec certains aussi produits chimiques qui ont un peu une activité estrogénique dans le corps humain. Donc, on a un gros problème au niveau de la production de testostérone. Mais moi, je pense que c'est pas juste les perturbateurs, puis tous les plastiques, etc., les produits chimiques. Je pense que c'est aussi le fait qu'on mange plus de gras animal. Puis le gras animal, écoute, c'est le cholestérol, c'est la vitamine D, c'est tous les précurseurs de la testostérone, parce qu'on a besoin des deux pour produire la testostérone. Donc, il y en a beaucoup dans leur alimentation qui se rendent compte que quand ils augmentent le ratio de cholestérol, soit de jaune d'œuf ou de gras animal dans leur alimentation, qu'ils ont une meilleure libido, meilleure testostérone. Donc, tu sais, la testostérone, c'est important pour l'humeur, c'est important pour un paquet de processus. Écoute, la testostérone, c'est lié à la longévité. Fait que c'est important, il faut protéger notre production de testostérone. Puis, consommer du gras animal, c'est une des stratégies. Puis sinon, ben si on prend la vitamine D, on a la vitamine E, c'est super riche en vitamine E, le gras animal aussi. Sinon, on a de la vitamine K2. La vitamine K2, c'est un autre nutriment essentiel qui est rarement abordé. Oui, qui va avec la D. Puis c'est vraiment important de comprendre que l'animal va synthétiser la vitamine K2 à partir de la vitamine K1 qu'il va retrouver dans l'herbe. Tu comprends? Parce que l'herbe est très, très riche en vitamine K1. Donc, la beauté dans la nature, c'est que l'animal, lui, prend cette vitamine K1-là, il va l'ingérer, puis son corps va la transformer en vitamine K2. Et nous, quand on va manger l'animal, on va consommer de la vitamine K2. Et la vitamine K2, elle va servir à plusieurs choses dans le corps humain. Entre autres, elle va servir à libérer tout le calcium au niveau des artères puis de l'apporter au niveau des os et des dents. Exact. Donc, la vitamine K2, elle sert à activer ce qu'on appelle une protéine qui s'appelle l'ostéocalcine. Puis, en activant l'ostéocalcine, ben là, tout d'un coup, on se ramasse à pouvoir libérer tous les dépôts de calcium qu'on a partout à travers le corps puis de l'amener aux bons endroits. Ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est qu'une carence en vitamine K2, si ça n'était pas rare, dû au fait que maintenant, les gens mangent des animaux qui sont nourris aux grains, qui vivent à l'intérieur, donc ils n'ont plus accès à cette vitamine K1-là. Donc là, la vitamine K2, c'est comme une carence moderne, puis qui cause de plus en plus de problématiques. On le sait pour l'ostéoporose, mais
il y a beaucoup de gens qui vont avoir des plaques artérielles, puis il y a toujours un pourcentage de la plaque artérielle qui est composé de calcium. Fait que c'est sûr que si tu consommes de la vitamine K2 au quotidien, puis que tu abaisses ton taux de calcium au niveau de l'artère, ben ça peut avoir un impact dramatique au niveau de ta santé. Là, fait que c'est toutes des choses qu'on nous parle jamais nulle part, puis qu'on n'aborde pas, mais c'est super important. Puis d'ailleurs, si quelqu'un mange du yogourt de vache nourrie à l'herbe, qui mange de la K1, ben il va avoir de la K2 dans son yogourt, il va avoir de la K2 dans le beurre de la vache qui mange de l'herbe. C'est sûr qu'au Québec, c'est plus complexe faire manger de l'herbe à une vache à l'année, là, avec les hivers qu'on a, mais il faut trouver une façon d'aller chercher ces nutriments-là. Puis, je veux dire, l'être humain le faisait naturellement. Puis, de plus en plus, on se rend compte que la problématique au niveau de l'ostéoporose, c'est pas le calcium, c'est la vitamine K2. Wow, c'est débile. Comment tu résumes, pour terminer, là, mettons, t'as 1 minute pour dire à quelqu'un, c'est chiant, hein? T'as 1 minute pour donner des guidelines à quelqu'un qui vont comme clac le faire switcher. Là. On parlait d'oméga 6, mais je te laisse faire un espèce de wrap-up de tout ce qu'on vient de dire. Ben écoute, je sais qu'il y a plein de monde là, qui vont m'envoyer des tomates parce que je vais dire ça, mais puis tu sais, au pire, on se rebookera un autre meeting, puis on ira aborder la question de l'animal, là, de manger des animaux, puis l'environnement, etc. Puis ça serait vraiment intéressant parce que j'ai beaucoup creusé de ce côté-là aussi, là, mais officiellement, je dirais officiellement, il faut réintégrer les gras saturés, il faut réintégrer même la viande rouge. Puis là, écoute, j'ai même pas eu le temps de parler de tous les nutriments essentiels qui proviennent seulement de la viande rouge et non, qui sont pas du tout présents dans aucun autre aliment. Ça, t'aurais capoté d'entendre ça, mais dans un prochain épisode, on en parlera. Parfait. Mais tout ça pour dire que il faut réintégrer la viande rouge qui est beaucoup plus nutritive que la viande blanche, qui va être moins riche en oméga 6 que la viande blanche. Donc, moi, c'est sûr que ça va avoir l'air drôle à dire, mais je vais toujours conseiller à mes clients de réincorporer la viande rouge dans leur alimentation. D'abaisser le taux d'oméga 6, ça, c'est certain. Puis de réintégrer encore une fois le gras animal dans l'alimentation. Puis par le fait même, ben les gens vont être plus rassasiés. Puis après, ben c'est de trouver l'équilibre au niveau de ce qu'on appelait les fameux starch, là, les pommes de terre, ces choses-là, d'en ajouter pour aller chercher notre niveau de satiété pour dire qu'on est rassasié. Mais après, c'est certain que quand tu commences à manger de la viande et du gras animal, tu deviens rassasié tellement vite que tu n'as pas le goût de manger grand-chose d'autre autre que ça. Fait que, tu sais, manger des légumes, manger de la viande, manger du gras animal, moi, c'est ça maintenant que je conseille. Je sais que c'est complètement le contraire du guide alimentaire, mais regarde, si les gens sont pas d'accord avec ça, ben ils peuvent facilement aller travailler avec d'autres gens, d'autres nutritionnistes qui vont recommander d'autres choses. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment pour le respect de tous les modes alimentaires, puis je respecte, je rencontre beaucoup de véganes, on parle beaucoup d'alimentation ensemble, puis c'est vraiment intéressant les conversations qu'on peut avoir, mais c'est sûr que moi, personnellement, je suis vraiment vendu produit animal, là, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, voilà, viande, gras animal, légumes, puis un petit peu de starch pour compléter si vous avez encore faim, mais vous allez voir que vous allez être tellement rempli qu'il n'y aura pas grand starch qui vont rentrer, puis par le fait même, vous allez fondre au soleil. Génial. Simon, où c'est qu'on peut te suivre puis te rejoindre? Sur ma page Facebook, Simon Langlois, coach santé. Sinon, j'ai un site Internet aussi qui s'appelle Simon Langlois, coach santé. Je sais pas trop quoi, .com, là. All right. Puis finalement, ben c'est ça. Les gens qui veulent s'il y en a qui veulent des rendez-vous, des meetings, qui veulent jaser plus longuement sur tout ça, je suis disponible. Puis d'ailleurs, je suis vraiment intéressé parce que j'aime tellement ça parler d'alimentation. On aurait pu en parler encore pendant 2 heures. Facilement. Génial. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir de vous offrir ce génie-là. Puis, by the way, allez voir aussi The Last Caller parce que en plus d'être un malade de nutrition, c'est pas mal le meilleur drummer avec qui j'ai joué de ma vie. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup. Choisissez vos pensées, choisissez votre vie. Ciao!